Donc c'est un livre qui a pour nous eu une grande importance et surtout une façon de rendre hommage à ma mère. Qu'est-ce que tu penses qu'elle t'a transmis, toi, ta maman? Elle me gonflait à vouloir inviter ses 50 cousins à mes mariages, à mes fêtes et tout. Et elle me disait, mais t'as pas compris la valeur. Et elle avait raison. Je me dis, mon Dieu, mais cette vie va disparaître. Je pense qu'avant de parler de ça marche pas, déjà, ça peut marcher. Pour transmettre, il faut donner à connaître. Fais ton parcours, mais ne t'oublie pas. La mémoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est quoi mon héritage? Ça me rend fou de bonheur, quoi. Il me donne de la gomina, un flingue et une veste en cachemire. Et je mets 2 balles par terre. Bon, ça va aller, hein. Tu as besoin de la Bible et de Shakespeare. Pour moi, la transmission est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Notre invitée du jour est une femme que j'ai eu la chance de rencontrer il y a presque 1 an. Elle m'a contacté pour écrire l'histoire de ses parents et de ses beaux-parents. Nous avons donc écrit un livre à 4 voix. Cette femme est dans le monde académique. Son papa a notamment créé l'école ESG, également appelée PSB en 1974. Nous allons parler durant cet entretien de transmission, notamment grâce à la biographie que nous avons écrite sur sa famille, mais de transmission également dans son rapport à son métier, aux étudiants qu'elle accompagne. C'est donc un plaisir d'accueillir aujourd'hui Annabelle Bismuth. Vraiment, quand Elsa m'a contacté, moi tu sais, en général, je fais l'histoire d'une personne ou l'histoire d'un couple, et là elle m'a dit, je veux écrire l'histoire de mes 4 grands-parents. Et j'ai trouvé ça au début, j'ai dit, t'es sûr, tu vas, je sais pas si tu te rappelles, oui. Je lui ai dit, si tu veux, on commence par un couple, puis le deuxième. Et en fait, il y avait vraiment quelque chose, et je l'ai compris après, que en fait, toi et ton mari, enfin, c'est pas les belles familles, enfin, vous êtes tous très proches. Hier, Fabien, avec qui on parlait, quand on a parlé de sa belle-mère, donc ta maman, il y a eu des pleurs, quoi. Et c'était vraiment un bonheur et un honneur de vous accompagner, et surtout dans ce cadre hyper en confiance, quoi, avec Elsa, avec vous. Oui, il est venu les semaines à l'hôpital, il était dans le coma quasiment les 3/4 du temps, et il est venu tous les jours, il est resté. Je pense qu'il a fait autant que si c'était sa propre mère, en fait. Pourquoi vous avez voulu en faire un livre? Pourquoi vous avez estimé à ce moment? J'ai compris que le timing était essentiel, mais pourquoi en faire un livre? Je sais que ça vient d'Elsa, mais toi, pourquoi c'était essentiel de le faire, d'après toi? D'abord, je voulais laisser une trace. Donc un livre, tu laisses une trace, et c'est quand même un objet que tu retrouves partout. Donc déjà, il y a l'objet livre. Chez nous, le livre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mon père, mais c'est marrant parce que c'est pas que mes parents, mais mes beaux-parents aussi, quand tu rentrais chez eux jusqu'à ce qu'il y ait une femme de ménage qui soit venue cet été, t'en as partout, par terre, t'es sous les livres. Donc chez nous, le livre est un objet qui est un objet important. Et parce que ça reste, et que je pensais qu'il y avait matière. Je pense même que, à vrai dire, il y a matière à écrire beaucoup plus. En fait, pour moi, c'est une première étape. Là, dans un premier temps, ce qu'on a fait était à vocation familiale. Et ce qui m'a quand même touchée, c'est qu'on a eu là, même les 100, il va falloir qu'on en refasse d'autres. Aussi parce que finalement, dans la diversité de ce qu'on présente, beaucoup retrouvent, chez un des 4 grands-parents, retrouvent un bout de leur propre histoire. Et je me suis rendu compte de ça parce que, par une fois, une copine d'un côté qui me dit « mais c'est fou, ta mère, on a vécu à côté toute la même histoire, à Rolonne, on était à 150 mètres, je ne m'étais pas rendu compte, et voilà, en parallèle, un autre avec ma belle-mère, un autre avec mon père. » Et beaucoup sont venus après nous dire « mais en fait, on a tellement de... » Enfin, chacun a retrouvé chez un des 4 grands-parents un bout de son histoire. Et c'est pour ça que je trouvais que les 4 ensemble, on avait plus envie de faire les 4 ensemble que séparément, parce qu'on s'est dit que ces 4-là, dans notre communauté, représentaient une certaine diversité. Pas toutes, mais une certaine diversité qui ferait qu'il y aurait une appropriation. Qu'est-ce que tu penses qu'elle t'a transmis, toi, ta maman? Beaucoup, beaucoup. Alors, au départ, c'est marrant, je pensais que c'était surtout mon père qui m'avait transmis. Par rapport au côté déjà professionnel? Ouais, même si eux ont travaillé ensemble, hein. Mais ma mère, elle m'a transmis sur le temps, et je m'en suis rendu compte plus tard. D'abord l'espoir. Elle a toujours cru, et moi aussi, que tu vois, dans la vie, on avait une bonne étoile au-dessus de nous, sans penser que c'est la chance qui te tombe dessus. C'est-à-dire que finalement,
la vie peut être réussie, joyeuse, etc. Quand tu sais que les opportunités, ça se saisit, ça ne tombe pas par hasard tout seul, tu les provoques, mais qu'en fait, tout ton chemin est jalonné d'opportunités et que finalement, tu peux avoir ta bonne étoile et croire en tes rêves. Et ma mère, elle avait un destin qui, au départ, ce que je te disais, avait ce petit bouquin-là, un destin qui était compliqué, qu'elle a déjoué. Parce qu'elle a cru en ses rêves et qu'aussi elle était dans un pays, Israël, où tout se construisait et avec cette impression que tout était possible. Donc en fait, quelque part, l'idée que tout est possible et que tu peux être maître de ton destin. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et elle t'a transmis ça directement. Ouais. Et ça, je m'en suis rendu compte, mais c'est qu'avec le temps que tu le sais pas au départ en fait. Et tu te rends compte, quand tu te retournes, tu te rends compte de ça. Et puis, elle a toujours eu ce sens de la famille au sens large, à vouloir réunir. Et en fait, je l'ai compris au cours des dernières années, mais voire même des 2 derniers mois, quand j'ai vu toute sa famille qui est venue nous entourer au moment où on en avait besoin, c'est-à-dire quand tu es à l'hôpital, 24 heures sur 24, pendant 3 semaines, les jours sont longs. C'est vraiment très 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 long et très dur comme environnement. Quand tu as tous les jours un cousin de ma mère, un cousin éloigné, etc., qui vient du Maroc, du Canada, de France, de n'importe où, et qui t'apporte cette chaleur et qui te raconte finalement chacun un bout de son histoire, tu te sens complètement portée. Et ce jour-là, je me suis dit, depuis le temps qu'elle me gonflait à vouloir inviter ses 50 cousins à mes mariages, à mes fêtes et tout, je disais, c'est trop nombreux, c'est trop. Et elle me disait, mais t'as pas compris la valeur. Et elle avait raison. Et j'ai pu le voir que là, et donc ça m'a complètement transformée dans ma façon de voir la famille. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment incroyable, un peu hors du temps, où le jour où le livre a été prêt et tu l'as donné à ta maman? C'est des moments de grâce dans la vie, et en même temps des moments, comme je te disais, parfois du destin, même si je ne suis pas fataliste du tout. Ce livre, en fait, on le portait en nous depuis déjà, quelque part depuis 4 ans, quand Elsa avait ce projet d'interviewer ses parents. Et elle était quand même un peu plus jeune, c'était même 5 ans, elle avait 17 ans. Ses grands-parents ou ses parents? Ses grands-parents, pardon. Mes parents et ses grands-parents. Elle avait pour projet d'interviewer, de garder des traces vidéo et audio, parce qu'on s'était dit que c'était bien de garder ces traces-là. Et puis finalement, le temps a fait que elle était plus dispo, et puis que quand même il faut un cadre et une structure que tu as apporté. Et finalement, seul, c'est pas toujours facile de mener ce projet-là. Et puis on en parlait, et à chaque fois c'était un peu l'Arlésienne, ça revenait. Et l'été dernier, quand Elsa a eu, pour la première fois, elle n'avait pas de stage, elle avait aucune contrainte et aucune échéance. S'est dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire cet été? Et moi je lui ai dit, tiens, t'as oublié que tu avais ce projet-là, c'est le moment. Et moi je voyais bien que le temps était en train de tourner. Et donc c'est comme ça qu'elle t'a contacté sur LinkedIn, je crois, ou je ne sais plus si c'est Instagram ou LinkedIn, mais je crois sur un réseau social, et qu'elle a tout de suite eu voilà, cette intuition. Et quand elle m'a parlé de toi, je me suis dit, ça va matcher, cette fois-ci c'est la bonne. Non seulement parce que c'était une question de timing, qu'on n'avait plus le choix, que c'était maintenant, et puis que ta démarche correspondait parfaitement à ce qu'on avait en tête. Mais donc vous avez entrepris toute cette démarche. Heureusement que tu as tenu un peu le crayon et l'horloge du mois de juillet, du mois de septembre, des interviews. Et puis après, elle partait donc aux États-Unis, et elle savait qu'elle nous connaît, mon mari et moi, on traîne toujours, que ça prendrait du temps. Et effectivement, à partir de fin septembre, pendant 2 mois, tout le temps, elle nous disait accélérez, accélérez, il faut rendre. Et puis finalement, quand tout le monde a vu l'ampleur que ça allait prendre, chacun au départ l'a pris un peu en se disant bon ok, je remplis ça. Puis quand il s'est rendu compte que ça allait rester, avait envie finalement que le message qui passe soit un petit peu différent. C'est-à-dire que ça a été l'occasion de aussi révéler des sentiments ou dire des choses qu'on n'a jamais dites. Mon père, qui est assez pudique, est quelqu'un qui ne dit pas beaucoup ses sentiments, et ça a été pour lui l'occasion de passer des messages qu'il n'avait jamais passés de sa vie, parce que ça reste, et qu'on a envie que ce qui reste, c'est aussi ce que tu ressens au fond de toi-même. Et donc, tout le monde voulait rajouter ses photos, etc.
Et on voyait bien que l'heure tournait jusqu'au moment où on l'a finalisé, je crois début décembre. Et puis avec les allers-retours de cela, la dernière mouture, ma mère a pu relire, c'était les dernières fois où elle a pu avoir vraiment pleinement sa tête pour être capable de prendre le texte et de l'annoter à la main, parce qu'après c'était plus compliqué pour elle d'annoter à la main les choses. Et donc je crois que le jour où il a été terminé, c'est quasiment un des derniers jours où ma mère a pu écrire quelque chose. Et après, il y avait tous les délais de mise en page et d'impression. Et ma mère est tombée dans le coma le 8 janvier. Et là, on s'est vraiment dit, c'est plus possible, il faut vraiment... Enfin, ce livre ne peut pas sortir et paraître alors qu'elle sera plus là. C'était inconcevable pour moi. Donc c'est pour ça qu'à la fin, on était un peu sur la dernière ligne droite. Et ma mère est sortie du coma au bout de 4 jours. Nous, on nous avait dit, de toute façon, c'est fini. Elle en a pour 1 semaine et elle ne sortira pas du coma. Elle est sortie du coma. Ma mère est une lionne. Hein. Elle s'est battue. Elle a fait partie des services secrets quand elle avait 20 ans. Et il y a quelque chose de cette force vitale qui lui est restée. Et malheureusement, elle est retombée dans le coma au bout de 5 jours. Mais au moins 4-5 jours, au moins on a pu se parler. Et les médecins, pendant 10 jours, m'ont dit tous les jours, c'est ce soir. C'est pour ce soir ou demain qu'elle va partir. Et en fait, elle résistait. Ils ont arrêté de la nourrir complètement. Donc il n'y avait quasiment rien. Donc on savait que ça pouvait arriver du jour au lendemain. Et puis les médecins me disaient, mais c'est étonnant qu'elle tienne autant, puisqu'elle a tenu quasi 2 semaines. Sans être nourrie, sans rien. Enfin, c'était très, très étonnant. Ma sœur vit aux États-Unis, ils se sont dit, bon, elle attend peut-être sa fille. Puis finalement, ma sœur est arrivée. Ses cousins sont venus de Montréal. Ses autres cousins sont venus, de partout. Tout le monde est venu. Et ma mère est partie le lundi 23 décembre. Et le vendredi, ils nous ont dit, c'est pour ce soir. Enfin, voilà. Et elle avait vu tout le monde. Et donc, on était perplexes en se disant, c'est fou ce qu'elle résiste. Tout le monde nous dit qu'elle attend quelque chose, mais elle attend quoi? Voilà, même si on ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire, attendre quelque chose dans ces circonstances. Et le lundi matin, Elsa reçoit les livres. Moi, j'allais tous les matins, à 10h du matin, je suis rentrée dans sa chambre. Je lui ai dit, elle était donc dans le coma. Il y avait mon père et le médecin le médecin de la douleur qui l'a suivi, qui était là, qui connaissait un peu de notre histoire. Et je lui ai dit, maman, voilà, on a enfin le livre. Elle ne m'a évidemment pas répondu, mais je lui ai dit, je me suis mise à côté d'elle, je l'ai donné au médecin qui l'a feuilleté devant nous, on en a parlé. Il devait être après 10h30, elle est partie à 12h20. Donc... est-ce que c'est ce livre qu'elle attendait? Est-ce que c'est ça? Toujours eu envie de transmettre quelque chose et d'être rassurée sur le fait qu'on était arrivé au bout de qu'on avait accompli ce qu'elle voulait accomplir. Je me plais à croire que finalement il y avait de ça dans cette histoire du livre, et en tout cas ça lui donne une importance particulière, et de ce fait on l'a eu au moment de son enterrement qui était le lendemain, et pendant la période de deuil des 7 jours, on l'a distribué à la famille qui était très touchée, et en fait ça a permis à toute la famille justement de prendre conscience de sa vie et de lui rendre hommage à travers la lecture de ce livre. Ils ont beaucoup eu envie de le lire à ce moment-là aussi, parce que c'était une façon de lui rendre hommage. Donc c'est un livre qui a pour nous eu une importance, une grande importance, et surtout une façon de rendre hommage à ma mère. Merci pour ce témoignage. Qu'est-ce que tu veux absolument transmettre de ta maman? Je sais que la semaine prochaine, c'est un événement particulier pour vous, c'est la bar mitzvah de ton fils, qui est la cérémonie religieuse donc. Vous avez prévu de donner des livres, vous en avez déjà donné, vous en donnerez probablement d'autres. Finalement, c'est quoi le message de vie, et je dis bien de vie, de lionne, de ta maman, que ce soit pour ton fils qui devient un homme la semaine prochaine, ou ta fille, ou votre descendance? Elle m'a toujours dit 2 choses. Elle m'a dit, dans ta vie, tu as besoin de 2 livres.
tu as besoin de la Bible, de la Torah pour nous, et de Shakespeare. Parce que ma mère a étudié, elle a eu une maîtrise d'anglais, et elle a étudié la littérature anglaise, et voilà. Et elle me disait, dans la Bible et dans Shakespeare, tu retrouves toutes les situations de vie, et finalement, pour grandir, tu as besoin de règles et de guides. Et toutes les situations de la vie, elles ont déjà été vues dans la Bible et pour elle dans Shakespeare. Après, il y en a qui peuvent trouver d'autres références. Et donc, quand tu te poses une question, va voir déjà comment la Bible et Shakespeare ont traité et quelles sont les conséquences positives ou négatives qui arrivent quand on se comporte de telle ou telle façon dans la vie. Et je pense qu'elle lui aurait dit, tu as commencé avec ta bar mitzvah à apprendre les rudiments, parce que c'est vraiment les rudiments à la fois de l'hébreu, de l'histoire, enfin c'est que le petit début du commencement de l'ouverture, c'est qu'un début, explore, et quand tu te poses des questions de vie, pour être un homme bien, pour être un homme bon, pour être un homme droit, pour être fier de toi, regarde les réponses qui sont apportées. Voilà ce que je pense qu'elle lui aurait dit. Est-ce que finalement aujourd'hui, avec tout ce que tu fais, c'est-à-dire accompagner des étudiants, on n'a pas parlé de ça, mais tu as un groupe d'écoles, donc dans la fidèle lignée de ton père qui a créé l'ESG en 74. Ma naissance, ouais. Le jour de ta naissance, l'année de ma naissance, ouais. Je ne savais pas, enfin, je ne l'avais pas en tête. Est-ce que finalement, dans cette génération où tout va beaucoup plus vite, où il y a le digital, où on scrolle, où on a accès à tout en permanence, est-ce que tu penses que la transmission de ces valeurs dans ce monde un peu pas évident tous les jours est d'autant plus important ? C'est pas parce que tout va beaucoup plus vite, et effectivement, même dans la connaissance, depuis qu'il y a Internet, on a déjà accès à une bibliothèque en ligne hyper rapide, et puis depuis qu'il y a ChatGPT, maintenant on a la capacité d'analyse et de synthèse qui n'existait pas avant. Mais c'est pas parce qu'il y a cette révolution que finalement, ce dont je parlais, la permanence de la nature humaine qu'on retrouve dans la Bible ou dans Shakespeare, elle n'est pas là. Les outils vont de plus en plus vite, mais finalement, qu'est-ce qui fait vibrer un homme ? L'amour, la haine, la jalousie, la trahison, tout ça, il y a une permanence. Et aujourd'hui, dans l'éducation, les jeunes, c'est formidable parce qu'ils ont accès à beaucoup d'informations, ils peuvent s'auto-former. Tout le monde peut s'auto-former tout seul sur tout, c'est extraordinaire, mais notre rôle aujourd'hui, c'est justement de reprendre nos valeurs, et ces valeurs-là, de se dire comment est-ce qu'on peut guider les jeunes pour qu'ils trouvent leur voie, tout en inculquant ces valeurs-là. Voilà. Merci Annabelle pour ton temps. Merci Sacha pour ce témoignage. Je suis très bavarde, comme tu le vois. Pas du tout. Ah.